s'intéresser à l'agence GoToBuzz, spécialisée dans la communication cross-média. Aujourd'hui, il faut pouvoir trouver les meilleures synergies possibles entre agences digitales et éditeurs traditionnels. Et pour y parvenir, il faut bien évidemment comprendre les comportements des utilisateurs et des consommateurs d'aujourd'hui. Alors pour en parler, nous accueillons ici même David Vincent, fondateur de GoToBuzz, Anthony Tison, qui est directeur technique de GoToBuzz, et enfin Alan Zerbit-Perfettini, collaborateur et responsable éditorial de l'agence. Ces messieurs, je vous laisse la parole. Bonjour, je m'appelle Alan et comme vous l'avez lu dans le programme du WPFI, je suis venu ici pour qu'on vous fasse une présentation sur la façon dont on estime qu'il est nécessaire pour les agences digitales d'un côté et pour les acteurs de l'audiovisuel de l'autre de collaborer. Alors, avant tout, pour nous, la difficulté de l'exercice, c'était de venir prendre la parole avec vous en se disant nous ne sommes pas du tout du métier de l'audiovisuel. Notre métier à nous, c'est l'expertise digitale, l'expertise web. Et donc, après un peu de recherche et de compilation de certains résultats, on s'est dit qu'on avait des choses assez convaincantes à vous montrer qui peuvent donner des pistes sérieuses, notamment dans la problématique de la monétisation des contenus et pour trouver des nouveaux leviers pour la production audiovisuelle dédiée au web. Donc, pour passer rapidement à une présentation de l'agence GoToBuzz, personnellement, je suis en charge des stratégies UX dans le cadre de développement et de services digitaux. Donc UX pour expérience utilisateur, c'est-à-dire que c'est une façon, une démarche d'aborder des projets digitaux en abordant trois contextes principaux: le contexte utilisateur, le contexte business et le contexte informationnel. Donc le contexte utilisateur, parce que c'est celui qui prime, c'est celui qui consiste à dire on va essayer de trouver des projets qui prennent en compte à la fois les comportements, à la fois les attentes et les besoins, les habitudes de navigation et tout un tas de choses qui caractérisent ce comportement de l'utilisateur face à des interfaces numériques. Le contexte business, c'est celui qui principalement formule les objectifs et les moyens. Et le contexte informationnel, en fait, c'est un audit, une compréhension de tout ce qui transite, toute la substance informationnelle qui se transite entre l'émetteur et non plus le récepteur comme c'était le cas avant, mais l'utilisateur. Donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui plus particulièrement, c'est le contexte informationnel. Ce contexte informationnel, il rentre dans les cadres de compétences de l'architecture de l'information. Donc l'architecture de l'information, pour faire court, c'est une expertise qui s'occupe de comprendre et de faire comprendre l'information. On adore faire des systèmes, on fait des systèmes de navigation, on fait des systèmes de recherche, des systèmes de classification, et tout ça, ça s'articule autour d'une stratégie de contenu. Et justement, les stratégies de contenu, c'est ce sur quoi on va embrayer tout de suite. On va essayer de voir en quoi ces stratégies de contenu sont devenues un point fondamental dans la manière dont on communique aujourd'hui sur Internet. On va voir en quoi elles sont importantes parce qu'elles créent un contexte d'hyper-concurrence, notamment sur le média vidéo, sur les espaces digitaux. Et donc, dans un premier temps, l'idée est de voir comment la vidéo est devenue un média primordial dans les cadres des stratégies de contenu. De voir comment ces stratégies de contenu sont devenues une approche marketing essentielle, et on décrira cette approche marketing. Et dans un deuxième temps, on abordera un cas beaucoup plus concret. On observera des pratiques des usages mobiles et on verra comment ces usages mobiles peuvent être renversés et utilisés à l'avantage des producteurs audiovisuels pour trouver des nouveaux espaces, des nouveaux leviers de monétisation. Donc, notre première partie qui se concentre sur la vidéo dans le contexte digital. Pour comprendre dans quel contexte se place la production audiovisuelle traditionnelle quand il rentre sur les espaces digitales, il faut assimiler le fait que sur Internet, tout le monde, absolument tout le monde, communique et la vidéo est devenue le média favori pour communiquer. Donc cette vidéo, elle prend place dans un contexte qui est la stratégie de contenu. Cette stratégie de contenu, finalement, elle s'articule autour de ce que vous voyez au centre, une stratégie, ce qu'on appelle inbound. Cette stratégie inbound, elle vient, elle est apparue il y a quelques années sur la base de la critique
des anciennes stratégies publicitaires et sur l'observation de ce phénomène émergent qu'on appelle la relativisation des supports. La relativisation des supports, dit très simplement, c'est qu'avec l'apparition des technologies numériques, un document, alors pour faire simple hein, dans ces concepts de sciences documentaires, un document c'est toujours composé de 3 dimensions, une dimension physique, la forme, ce qui est vu, une dimension disons informationnelle, ce qui est contenu, ce qui est lu, et la dimension de médiation sociale. Et donc, sur cette observation de fluidification des supports et donc d'une importance accrue au contenu, ces stratégies inbound créent des nouvelles manières de communiquer basées principalement sur le management des contenus. Donc sans rentrer dans plus de détails, cette approche digitale, elle repose sur une idée centrale qu'il est capital de comprendre, c'est qu'il est nécessaire dorénavant de produire le maximum de contenu possible, et on estime que ces contenus doivent répondre et doivent anticiper les besoins des utilisateurs pour à terme créer des opportunités commerciales. Et alors qu'auparavant on estimait que cette opportunité commerciale, ce client était acheté, dorénavant on estime qu'il est gagné. Et donc pour en revenir au point qui nous intéresse aujourd'hui, la vidéo, il faut voir que s'il y a un média dans ces stratégies de contenu qui a émergé ces dernières années, c'est la vidéo. La vidéo, c'est devenu le média privilégié dans ces stratégies de contenu. Et globalement, s'il y a encore 10 ans, on pouvait dire que 95% d'Internet était composé de texte, aujourd'hui ce n'est plus le cas. Avec le développement des réseaux hyper rapides comme la 4G ou la fibre optique, la vidéo a désormais les moyens techniques pour prendre de plus en plus d'importance. Donc je vais vous épargner les statistiques sur la consommation de données vidéo online, elles sont hyper impressionnantes. Par contre, je vais vous présenter 2 statistiques qui expliquent cet intérêt, cet engouement pour les annonceurs, pour l'édition de formats vidéo pour le web. Donc la première statistique, c'est dans le cadre d'un achat en ligne. On a observé que sur la même fiche produit, il y a 75% d'achats en plus qui sont faits lorsque les utilisateurs, le groupe d'utilisateurs avait accès à une vidéo montrant une mise en situation du produit par rapport à l'autre groupe qui ne bénéficiait pas de cette vidéo. Deuxième statistique, il y a un problème technique. Deuxième statistique, c'est une étude qui a été faite sur des campagnes emailing. Dans ces campagnes emailing, on a fait un test sur 2 campagnes identiques. La première, on avait fait une campagne traditionnelle. La deuxième, on avait ajouté simplement le terme vidéo dans l'objet du mail. Donc l'objet du mail, c'est ce qu'on voit tous, la petite ligne qu'on voit dans la boîte de réception avant de consulter le mail. Et donc dans ce deuxième cas, quand on avait mis vidéo dans l'objet du mail, on observait une hausse du taux de lecture, du taux d'ouverture du mail de 19%, ce qui est colossal. En plus de ça, quand on fait un petit screenshot et qu'on l'insère dans le corps du mail, on observe une hausse de 65% du taux de clic et une chute du taux de désabonnement de 26%. Donc tout ça, ça explique quoi? Ça explique qu'aux yeux des annonceurs, la vidéo, c'est un média, et ça ils le savaient déjà, mais ils l'observent d'autant plus sur Internet, c'est un média qui crée de la confiance et qui suscite un intérêt. Et c'est donc très logique, on a expliqué l'arrivée de la 4G et de la fibre optique, c'est donc très logique que la vidéo soit un média, une forme finalement de contenu qui prenne de plus en plus d'importance dans les années à venir. Donc on a vu les raisons de cet engouement. On va maintenant pouvoir voir quelle forme prend la vidéo dans ces stratégies de contenu. Donc d'abord là, ça tourne. Alors là, je prends l'exemple d'une vidéo Twitter qui a été publiée par Evian la semaine dernière et qui a énormément tourné. Donc cette vidéo, elle est très simple, elle est très courte, elle ressemble à un GIF. Donc un GIF, c'est ce format d'image animée typique d'Internet. Et le message est centré sur un argument simple et factuel. La vidéo, elle tolère sans aucun problème l'autoloop, c'est-à-dire la lecture en boucle automatique. Et en vis-à-vis de cette vidéo, toujours le même annonceur qui a publié une vidéo il y a un peu plus de 6 mois sur YouTube. Cette vidéo comptabilise plus d'1 500 000 vues. Là, ce qu'on peut voir, la différence par rapport à la vidéo publiée sur Twitter, c'est que c'est une vidéo plus longue, qui est mieux produite, qui prend le temps d'entrer dans les détails, de poser un contexte,
d'articuler un discours. Donc si je vous montre ça, c'est pour souligner comment est envisagée la production vidéo dans le cadre d'une stratégie de contenu. Auparavant, on adoptait une technique qu'on appelle la syndication, c'est-à-dire qu'on produisait une vidéo unique et on l'a publiée de manière indifférenciée sur l'ensemble du support en adoptant le maximum de plateformes possibles. Donc ça a duré quelques années, puis on s'est rendu compte qu'on passait complètement à côté de la plaque, et du coup, ça a été remplacé par la production dédiée. Cette production dédiée, finalement, elle remet le contenu, elle remet la substance du message au centre par la conception de stratégies éditoriales. Et cette stratégie éditoriale, finalement, elle dicte une production fluide des vidéos, fluide parce qu'elle vient s'adapter à toutes les particularités des plateformes choisies. Alors, on pourrait se dire qu'une vidéo, c'est une vidéo, et finalement, quel que soit le lecteur, quelle que soit la plateforme, elle s'affiche et boum, elle fait son effet. En fait, pas du tout ça. La vidéo, elle est ultra dépendante du contexte de la plateforme sur laquelle elle est visionnée. Les habitudes de navigation, la relation affinitaire entre l'utilisateur et la plateforme, la posture lors de la consultation et les limites techniques de la plateforme. Donc pour bien comprendre, je vais prendre un dernier exemple qui montre comment une production dédiée est bien exécutée, qui respecte les règles de ce vidéo marketing. Donc le vidéo marketing qui est la portion vidéo des stratégies de contenu. Comment ça peut atteindre des taux d'engagement qui sont assez énormes. Donc là, ça va être de la cuisine, mais ça peut être aussi bien du sport, de l'actualité, du spectacle, etc. Donc sur cet exemple, ça ressemble encore à un GIF, mais c'est nettement plus long que sur Twitter. Là, ce qui fait la différence, c'est que la production de la vidéo tient compte du fait que sur Facebook, par défaut, les vidéos sont lues sans le son, sont lues muettes. Donc, très pertinemment, des sous-titres ont été apportés pour aider à la lecture dans cette configuration particulière. Alors, on voit pas très bien, je pense, sur la projection. Mais cette vidéo, elle compte 50 millions de vues et 1,5 million de partages, ce qui est colossal. Donc vous imaginez le coût de production de cette vidéo comparé au taux d'engagement qui a été observé, c'est un rapport assez impressionnant. Donc en quoi ça nous intéresse ça ? Ça nous intéresse dans le sens où quand on comprend les stratégies qui sont développées par les annonceurs pour produire des vidéos pour le web, on se rend compte finalement que le web, c'est un espace qui devient saturé de vidéos. Et on se rend compte également que la production audiovisuelle traditionnelle, elle a perdu le monopole de la médiation sociale du spectacle. Donc ce que j'ai expliqué tout à l'heure avec les trois rôles, les trois dimensions du document, le spectacle, c'est une dimension sociale qui était auparavant sous le contrôle de la production audiovisuelle classique. Et dorénavant, quand on est sur Internet et qu'on visionne un tel ou tel documentaire produit par un producteur spécialisé, et si on la compare avec un quasi-documentaire qui est publié par, disons, Red Bull, finalement, l'utilisateur, au final, il voit assez peu de différence. Donc il faut bien comprendre que la production traditionnelle, elle rentre dans un univers concurrentiel qui est décuplé sur Internet. Tout le monde produit des vidéos pour le web. Et donc, on peut se demander, à partir de là, si on peut trouver des solutions pour se démarquer vis-à-vis de cette profusion de contenu vidéo. Et donc, dans cette deuxième partie, on va voir en quoi les usages mobiles peuvent nous intéresser, peuvent nous aider à construire des histoires plus riches, plus belles, plus interactives, et peuvent éventuellement contribuer à consolider des nouveaux moyens, des nouveaux modèles économiques et des nouvelles voies de monétisation. Donc on va voir un certain nombre de solutions qui s'offrent à nous, en essayant de comprendre pourquoi le phénomène mobile est une opportunité à saisir. On verra ensuite que si le placement produit est un levier important pour la viabilité de certains projets, il peut dans certains cas être une solution caduque, ou en tout cas optimisable. Et on finira en présentant les solutions double écran sur lesquelles nous sommes en phase avec GoToEnBuzz, en phase de recherche et développement, et qui pourraient permettre à la fois de profiter des usages mobiles, d'enrichir l'expérience utilisateur et de développer des nouvelles voies de monétisation.
Donc pour reprendre quelques chiffres et prendre la mesure de ce phénomène mobile, là, ce que vous voyez, cette courbe-là, elle représente le nombre de ventes annuelles par type d'appareil. Donc la première courbe, là, c'est le nombre de ventes annuelles de PC. Donc la croissance, elle est là, elle est stable, elle est constante, mais il ne faut pas s'y tromper, on parle quand même de 500 millions d'unités vendues par an, donc c'est un parc d'appareils qui est finalement assez conséquent. Mais si, en commençant par 2007 avec la sortie du premier iPhone, si on voit le nombre de ventes d'appareils mobiles, donc smartphones et tablettes, on se rend compte que cette ligne suit une courbe exponentielle beaucoup plus intéressante. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que si on se positionne sur ce parc d'appareils fixe, PC, on est sur un parc d'appareils finalement raisonnable, intéressant. Par contre, quand on commence à agir substantiellement sur ce parc d'appareils mobiles, c'est là où on a des vrais leviers de croissance, c'est là où on peut vraiment avoir un impact conséquent. Et ces ventes mobiles, elles nous intéressent parce que statistiquement, on a des éléments à vous présenter qui peut nous permettre de relier ces ventes-là à des usages spécifiques qui sont faits sur ces mobiles. Donc c'est ce qu'on va vous présenter sur cette slide. Là, on voit à quels usages sont principalement dédiés les appareils mobiles. Donc on voit que les tâches les plus courantes, très logiquement, figurent dans les plus hautes positions, comme par exemple l'email ou le SMS ou la recherche. Mais ce qui est plus étonnant, c'est que 30% des sondés affirment regarder des vidéos sur leur mobile. Alors 30% des sondés, ça peut ne pas paraître énorme à première vue, mais je vous rappelle qu'il y a encore quelques années, on nous disait non, le mobile, ce ne sera jamais un contexte idéal pour visionner des vidéos. Les utilisateurs ne l'adopteront jamais pour visionner des vidéos. Et donc là, on parle bien de vidéos, de vraies vidéos, pas des micro-vidéos comme on peut retrouver sur les réseaux sociaux, mais de vidéos moyennes à longues, type YouTube ou des films. Donc c'est un phénomène fondamental, un capital à comprendre, et on peut aller encore plus loin dans l'analyse de ces comportements en essayant de voir, de connaître le contexte d'utilisation de son smartphone, plus globalement des appareils mobiles, smartphones et tablettes, et là on va trouver des choses assez intéressantes. Ce graphique, il montre la fréquence d'usage des appareils mobiles distribués par contexte d'utilisation. Alors pour bien comprendre ce que cela signifie, si on prend le premier exemple, il répond à la question suivante. Quand vous faites des courses, utilisez-vous votre smartphone presque toujours, très souvent, occasionnellement, etc. Donc la zone qu'il faut garder à l'œil, c'est la zone qui court du bleu à l'orange, c'est-à-dire de toujours à pas très souvent. Et donc ce graphique, il nous montre quelques mauvaises surprises, notamment que finalement la notion de repas de famille n'existe plus trop. Et la deuxième mauvaise surprise, c'est que les deux contextes les plus représentés, le deuxième contexte le plus représenté, c'est la consultation mobile directement en situation de visionnage télévision ou écran principal qui peut être aussi ordinateur. 70% des utilisateurs affirment consulter leur mobile de manière régulière, soit de presque toujours à pas très souvent, lorsqu'ils regardent un contenu principal sur un contenu sur un écran principal. Donc effectivement, on peut voir ça comme une menace, parce que finalement, ça génère une dispersion de l'attention. Mais si on se rappelle ce qu'on a vu sur la slide des ventes des appareils mobiles, et si on considère que ces gens qui utilisent leur appareil mobile en situation de visionnage d'un appareil principal, on peut se dire que là, on a une opportunité à saisir, là, on peut relier les deux comportements utilisateurs. Et cette opportunité à saisir, on va vous la présenter avec un projet qu'on a réalisé avec Arte en début d'année. Donc ce projet, c'est un dispositif qui a été construit autour d'une série de documentaires, un jour en France, un jour en Allemagne. Donc ces documentaires, ils ont été produits par Point du Jour et ils dressent un portrait comparatif de la France et de l'Allemagne vue du ciel. Ici, précisément dans ce cas, l'accompagnement interactif proposé est un enrichissement éditorial qui fonctionne à la fois en direct, en replay et de manière complètement autonome sur les interfaces, sur les téléphones ou les ordinateurs. Donc sur ce projet avec GoToEndBuzz, on a été en charge de la partie développement.
tandis que l'agence Pixel Hunt a été en charge de la réalisation et l'agence WeDo Data s'est chargée de la visualisation des données. Donc ici, pour décomposer le dispositif en 3 éléments. Premier élément fondamental, c'est la valeur ajoutée apportée à l'expérience utilisateur. Pourquoi? Parce que le dispositif apporte un contrepoint narratif sur un écran déporté sans parasiter l'écran principal. Deuxième élément, c'est le principe interactif, un jeu, c'est-à-dire des questions qui sont amenées, qui sont posées à intervalles réguliers et qui suivent le fil narratif du documentaire et qui permettent un test de connaissance et une plus grande immersion de l'utilisateur dans la consultation, le visionnage de ce documentaire. Ensuite, troisième élément, c'est la grande originalité du projet, c'est qu'on a mis en place une solution pour ajouter une géolocalisation à cette expérience-là et la possibilité donc de se géolocaliser pour personnaliser le contenu en fonction de son emplacement. Donc là, ce qu'on va voir, c'est un peu dommage parce que finalement, là, on n'est pas dans la configuration technique où on pourrait vous montrer directement à quoi ressemble du point de vue de l'utilisateur ce dispositif double écran. Donc on va juste consulter la partie autonome qu'on peut consulter sans le documentaire principal. Donc on commence et immédiatement donc on nous sollicite pour se géolocaliser. Donc on nous sollicite pour se géolocaliser, on le fait, et ensuite on peut avoir accès à un certain nombre de contenus. Donc là, si on imagine qu'on est en train de regarder le documentaire, on peut accéder à des photos, les regarder en plein écran, accéder à des informations contextuelles sur ces photos, naviguer, continuer à naviguer, accéder à un certain nombre d'animations de données et de visualisation de données. Et en tout, dans ce projet-là, avec WeDo Data, plus de 90 jeux de données ont été modélisés pour enrichir le documentaire. Donc à quoi ça sert exactement ce dispositif double écran? Avant tout, ça sert à fidéliser une audience. On l'a vu, Internet est un espace saturé de vidéos et va tendre à le devenir de plus en plus. Ce type de dispositif, ce sont des nouveaux outils pour se démarquer, pour raconter une histoire, pour la raconter autrement, pour apporter des éclairages complémentaires, des contrepoints. Le deuxième élément, c'est qu'on transforme une menace en opportunité, c'est-à-dire ce qu'on voyait tout à l'heure avec la dispersion de l'attention quand on a une situation de consultation d'un appareil mobile dans le cadre d'un écran principal. Là, on relie les deux phénomènes en essayant de profiter de cette opportunité en branchant, finalement, en reliant cet usage parasite, en le rendant contextuel par rapport à l'écran principal. Enfin, et c'est ce qu'on va voir tout de suite, ça peut devenir un outil extraordinaire et offrir des nouvelles voies pour les moyens de production, pour les équilibres économiques des productions et pour la monétisation des contenus. Alors pour vous montrer comment on va faire, on va partir d'une expérience personnelle qui m'est arrivée alors que je regardais James Bond Casino Royale. Alors je ne sais pas si vous l'avez en tête, c'est la scène où James Bond rencontre Eva Green en traversant le Monténégro. Donc je la montre rapidement. Alors mon expérience professionnelle par rapport à ça, c'est que j'ai été hyper séduit effectivement par la direction artistique de la scène, mais c'est que dans la moitié de mon cerveau, il y avait aussi ce flash sur le costume de James Bond. Donc, quand je regarde cette scène, je me dis c'est absolument formidable, mais ce costume aussi est absolument formidable. Mais la direction artistique de la scène, c'est normal que ce soit elle qui prime, avec des ombres bouchées, avec des basses lumières, avec des cadres assez serrés. C'est pas un choc, c'est pas une présentation idéale du produit placé. Et c'est pour ça que je parle du placement produit dans le cadre de solutions double écran. C'est parce que avec des solutions double écran, on peut réussir à mettre en place, comme on le voit sur cette maquette, une conciliation de ce contexte, de cette action et de ce contexte, donc de cet aspect narratif et du placement produit. On peut mettre en place une conciliation et on peut offrir la possibilité à l'annonceur d'avoir un espace personnel optimisé pour identifier le produit, pour éventuellement localiser un point de vente, pour acheter en ligne, etc.
Donc évidemment, là j'ai montré l'exemple de James Bond parce que c'est l'exemple qui peut éventuellement vous parler, mais tout type de sponsoring peut profiter de ce dispositif. Quand un animateur à la télé est habillé par telle ou telle marque, le double écran et ce type de dispositif peut offrir un espace bien plus valorisant qu'une simple mention générique. Dans le cas de figure du e-cinéma dont on vient à l'instant de parler, qui est le thème dont on vient à l'instant de parler, on peut tout à fait mettre en place un écran déporté connecté à l'expérience de visionnage principale, qui peut à la fois apporter des informations contextuelles et également permettre d'acheter directement les produits placés. Je suis plus connecté, je crois. Alors, la question se pose sur quel type de production peut bénéficier directement de ces dispositifs. Donc c'est assez délicat à répondre à cette question parce que potentiellement toutes les productions peuvent trouver un intérêt à cette solution double écran. On l'a vu, typiquement, le e-cinéma profiterait grandement de ces avantages pour équilibrer des modèles économiques encore incertains. Évidemment aussi, on a tout ce qui est magazine, reportage et même JT, qui sont des grands pourvoyeurs d'informations et qui peuvent éventuellement profiter d'un double écran pour apporter des informations enrichies, plus précises. Je vais juste vous stresser un petit peu parce que je crois qu'on ça passe vite. Voilà, ça passe très vite, ça en passe fait, très vite. C'est ma conclusion à la prochaine. Ouh, magnifique. Parfait, c'est calé. Et le dernier exemple, mais ça ne se limite pas du tout à ça, le sport qui peut également être parfait pour ce type d'interaction. Et dans ce cas, on peut imaginer une infinité de contenus supplémentaires avec des ralentis, avec des statistiques, avec des codes de match, etc. Donc voilà, pour résumer, on a fait un état des lieux très général de la vidéo sur Internet et on a décrit cet espace qui était hyper concurrentiel et pourquoi il était hyper confidentiel. On a examiné en quoi consistait précisément ce phénomène mobile et la façon dont l'audiovisuel pourrait s'en emparer. Et on a vu aussi l'exemple d'un double écran qui est un cas concret de solutions pour créer des nouveaux leviers de monétisation. Donc, quelques grosses productions se sont déjà précipitées assez vite sur ce type de dispositif en double écran. Je pense notamment à The Voice ou à Top Chef. Mais aujourd'hui, de notre côté, on fait le pari que ce double écran peut être adapté à un groupe beaucoup plus large de productions. Avec GoToEndBuzz, on est encore en phase de recherche et développement là-dessus. Et on estime qu'on est en mesure de présenter des solutions techniquement abouties qui apportent un vrai plus à l'expérience utilisateur, ce qui est fondamental, et surtout qui apportent de nouvelles perspectives de rentabilité aux productions audiovisuelles. Merci. Alors, merci beaucoup pour cette présentation. Alors, 5 minutes pour quelques questions-réponses. Vous pouvez l'applaudir, oui. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Non, ça n'a pas l'air d'être le cas. Alors peut-être pour revenir sur l'e-cinéma, on en a parlé tout à l'heure, vous le mentionnez également. Est-ce que là, ça peut être une piste pour vous de développement ? Est-ce qu'il y a quelque chose à creuser pour trouver du financement, pour développer de nouveaux modèles ? En fait, nous, on s'est mis à la place des spectateurs. Et on a essayé de faire un prototype où on lançait le film directement via le téléphone qui synchronisait. Donc on lance le film et on a mis plusieurs marqueurs sur la timeline pour avoir des informations supplémentaires sans venir, on va dire, interférer dans le film. Donc on a certains highlights quand on estime qu'il y a un besoin de le faire. Sinon, on a directement sur le téléphone différents onglets qui permettent directement d'avoir le contenu qu'on veut. Soit une timeline, on suit la timeline sur le téléphone et on peut scroller à tout moment pour voir ce qu'il y avait dans le film d'intéressant en relation avec le moment du film. On a la possibilité de rajouter des onglets pour avoir toutes les infos sur le casting, parce que tout le monde, je pense ici, a été face au fait de dire « Ah tiens, cet acteur, il me dit quelque chose, quel est son nom, quel âge il a, il sort avec qui ?» Tout ce genre de choses qu'on aime bien quand on est au cinéma savoir. On a la possibilité de rajouter un onglet sur toute la partie technique, le staff, le décor, si j'ai justement les objets placés. Et on peut très bien imaginer rajouter des bonus. C'est-à-dire qu'à tel moment, on a une séquence, elle a été coupée, on peut mettre soit le making-of ou soit la partie non coupée de ce contenu.
Donc ça peut être une piste pour des annonceurs potentiels pour venir une piste, permettre de mais aussi développer pour dire ce cinéma. Pourquoi je vais payer mon e-ticket? Parce qu'il y aura le film et plein de choses qui vont venir autour du film, sur la conception du film, sur l'histoire du film, sur les anecdotes, sur plein de choses. Donc je pense qu'il faut utiliser ce que le digital peut permettre directement dans la production et d'aller titiller un petit peu la curiosité d'un spectateur. Vous êtes directeur technique, alors peut-être très rapidement, est-ce que les gens sont conscients du potentiel qu'on peut avoir aujourd'hui avec les différents outils qui sont à notre disposition? On parle de diversification des formats vidéo pour différentes plateformes. Est-ce qu'on en est conscient? Justement, je ne pense pas, puisque votre agence existe. On ne voit pas tellement de projets dans ce sens-là, donc ça commence à évoluer. On commence à avoir de second écran, donc on a pu, nous, en faire 2 en 2 ans, là. Ça se démocratise, mais les gens ne sont pas encore au courant de ce fait, et que il y a toujours donc cette dispersion dont parlait Alan. On capte pas tout le temps l'attention des utilisateurs, donc je pense que c'est vraiment un bien qu'on apporte à la production en enrichissant leur contenu, en expliquant toutes les démarches qui sont derrière. Et puis c'est vrai qu'on est dans un monde maintenant où on arrive à avoir du contenu gratuitement. Pourquoi on irait payer? Donc, si on leur propose un plus, ça va permettre à des utilisateurs peut-être d'y réfléchir 2 fois avant de télécharger gratuitement et d'avoir toutes les informations en un seul média avec un nouvel outil qui est un peu plus intéressant. Très bien. En tout cas, merci messieurs. Désolé, mais on est un petit peu pris par le temps. En tout cas, si vous avez des questions, vous pouvez les interpeller tout à l'heure. Également, tout simplement, se rendre sur votre site internet, c'est gotoandbuzz.com. Voilà. Merci beaucoup, messieurs.